Et notre invitée s'appelle Emmanuelle Sommer-Méraud. Elle est directrice de Réseauville. Alors Réseauville, c'est un centre de ressources en politique de la ville pour la Bretagne et les Pays de la Loire qui est basé à Nantes. Bonjour. 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 Et merci d'être avec nous pour commenter cette actualité du jour. Donc la ministre de la Ville, Najat Vallaud-Belkacem, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle carte des quartiers dits prioritaires. Donc ça concerne 1300 quartiers au niveau de la France et 700 communes. Alors la première des choses, de quoi on parle quand on parle d'un quartier prioritaire ? Alors un quartier prioritaire, c'est un quartier où la solidarité nationale va s'affirmer à travers un choix réalisé par l'État et ensuite contractualisé avec les collectivités territoriales et leurs partenaires. Donc un contrat sur plusieurs années avec des objectifs. Sur 6 ans, avec des objectifs qui visent d'une part à lutter contre les inégalités qui frappent davantage ces quartiers prioritaires et d'autre part à garantir l'accès aux droits pour tous les habitants de ces quartiers. Alors on parlait avant de zones urbaines sensibles, il y avait tout un tas de noms pour des quartiers comme ça ciblés. Là on ne parlera plus que de quartier prioritaire. Voilà, c'était un des objectifs de la réforme, de simplifier la dénomination et la lisibilité de ces quartiers. Donc, une seule dénomination, quartier prioritaire, qui sont tous choisis à partir d'un critère objectif, actualisable, qui est un critère de revenu, un indice de pauvreté. On va revenir sur ce critère, mais finalement, c'est un peu comme la réforme territoriale appliquée au quartier. On enlève ce millefeuille de noms, ce millefeuille de dispositifs pour une plus grande lisibilité et efficacité, on espère en tout cas. Voilà, il y a une logique de concentration de moyens, puisqu'on a une réduction du nombre, vous l'avez indiqué, 1300 quartiers contre 2500 auparavant. Donc on est dans une logique de lisibilité, de concentration. Voilà. Et avec ce nouveau, le critère unique, ça aussi, donc c'est la nouveauté qui est un critère de revenu. Oui, c'est un critère de revenu. Donc, il y a deux indices qui permettent de déterminer les quartiers prioritaires. D'une part, un nombre d'habitants, puisque ces quartiers comportent à minima 1000 habitants. Et ensuite, à l'intérieur, la moitié de ces 1000 habitants à minima doivent être en dessous d'un critère de bas revenu. Donc, c'est un seuil qui est défini avec une pondération entre une médiane nationale et une médiane locale. Donc, on ne peut pas donner un chiffre comme ça qui serait le même pour tous les quartiers, évidemment, un revenu type, puisque comme vous dites, c'est pondéré. Mais ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'on a affaire à des quartiers où la population vivant en dessous de ce seuil est importante. Voilà. On est sur des quartiers pauvres. 50%. Quand même, ça c'est typique. Alors, localement, en Loire-Atlantique, on a les grandes agglomérations qui sont toujours concernées par ce dispositif de quartier populaire. Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rezé et Orvaux. Et alors, il y a une ville qui fait son entrée, qui est Châteaubriand. Alors, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, la politique de la ville, elle se fait aussi un peu à la campagne? C'est aussi la nouveauté de... Oui et non, c'est-à-dire qu'elle se fait là où il y a effectivement une concentration de personnes en situation de pauvreté. Donc effectivement, on voit apparaître des villes moyennes qui auparavant restaient un peu invisibles et étaient sur lesquelles s'appliquaient, on va dire, les politiques sociales de droit commun, mais qui rentrent effectivement dans une approche là plus de projet de territoire, parce qu'on est sur des territoires qui concentrent une part de population à bas revenus. Alors la nouveauté dans la loi, dans la réforme que vous évoquiez, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait au gré aussi des gouvernements, des dispositifs nouveaux qui étaient décidés, alors en termes d'emploi, en termes d'accès au logement, en termes de tout plein de choses. Là, la loi dit non, on va arrêter de superposer les dispositifs, on va déjà commencer par faire valoir les droits pour chacun. Voilà, ce qui est au cœur de cette réforme et du contrat qui s'appelle donc les contrats de ville pour l'avenir, c'est la mobilisation de tous sur leur politique, ce qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire commencer avant d'injecter de l'argent complémentaire, à commencer par adapter, renforcer et rendre vraiment effective l'accès aux droits pour tous. Donc là, ça concerne par exemple les caisses d'allocation familiale, les centres de sécurité sociale, Pôle emploi, c'est un peu ça. L'ensemble des partenaires sont appelés à se réinterroger sur leur façon de mettre en œuvre leur politique en direction de ces publics-là pour que leur efficience soit plus importante. Et les partenaires sont très élargis, effectivement, CAF, bailleurs, mais ça peut être d'autres acteurs.
Alors justement, au niveau des acteurs qui sont concernés par ce contrat de ville, une des innovations aussi de ce projet de loi, c'est d'associer les habitants, de faire de la co-construction. C'est le terme un peu barbare, mais voilà, c'est dans l'air du temps. Ça, c'est aussi la nouveauté des conseils de quartier pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce contrat-là. Conseil citoyen, dit la loi. Ouais. Je ne sais pas si je parlerais vraiment de nouveauté, parce qu'au fond, c'est un principe qui est vraiment ancien dans la politique de la ville, pour ne pas dire que c'est son principe de base, en fait. Mais qui avait été un peu oublié. Voilà, qui avait pu être un peu... On ne sait pas très bien mettre en œuvre jusqu'à présent, en fait. Tout à fait. Donc là, effectivement, on est amené, dans le cadre des contrats de ville, à faire mieux en matière de co-construction avec les habitants, les associations. Et effectivement, la loi prévoit un dispositif en particulier, un conseil citoyen, mais je dirais qu'il n'épuise peut-être pas le sujet de la participation et de la co-construction. Aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait comment chaque collectivité va mettre en place ces conseils citoyens. On sait qu'il y en aura un par quartier, mais c'est aux élus et aux équipes de travailler là-dessus. On sait que ce sera avec la parité, hommes-femmes, et qu'il y aura un tirage au sort aussi, pour désigner certains citoyens qui participeront. Donc ça, c'est quand même un peu nouveau. Voilà. Bon, et puis vous nous expliquiez juste avant que là, il va y avoir une longue période de concertation. La carte a été présentée, mais il reste encore quelques mois. On a vu juste cette carte, et c'est vrai que pour la mise en œuvre, il y aura encore d'autres étapes. Ouais. On aura à l'automne en fait une liste précise des périmètres des quartiers réglementaires, sachant que ce ne sont pas seulement ces quartiers, ces périmètres qui sont les territoires de projet. On a aussi une approche plus large. Et puis les territoires sortants de la politique de la ville resteront dans une logique de veille en fait et pourront être eux aussi inscrits dans les contrats aussi en Loire-Atlantique avec Trégnac et Montoire qui sont sortis. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éclairages. À tout à l'heure, Cécile.